Le Tronc, poème d'Hélène Dorion, qui se trouve dans Mes forêts. Le tronc. Tout un champ de colonnes effleure les nuages. Lente cicatrice dans la bouche de l'hiver. Un visage d'épines insoumises. Les forêts entendent nos rêves et nos désenchantements. On peut remarquer pour commencer que le poème contient ce qu'on appelle un singulier poétique. Un singulier poétique, c'est lorsque dans un poème, l'auteur met au singulier un terme qui devrait logiquement être au pluriel. C'est le cas pour les troncs, puisque normalement dans une forêt il y a beaucoup d'arbres, donc de nombreux troncs d'arbres. Donc ce singulier poétique permet à l'auteur de donner peut-être une vision, une vision synecdochique, ça vous n'allez pas comprendre, mais une synecdoque c'est quand on désigne la partie pour le tout. C'est comme une métonymie, mais une synecdoque on désigne la partie pour le tout, c'est-à-dire qu'on va dire le tronc pour désigner la forêt. Donc c'est une figure de style en fait, une synecdoque. Donc quand on a une vision synecdochique, ça veut dire que on va désigner une entité peut-être parfois étendue comme la forêt, comme ici, par un seul élément. Donc le tronc désigne la forêt. Donc on voit que dès le titre, il y a déjà deux figures de style. Deux figures de style, c'est-à-dire le singulier poétique, qui est plus un procédé littéraire qu'une figure de style à proprement parler, et la synecdoque. Donc je rappelle, une synecdoque, c'est une figure de style qui consiste à désigner un ensemble par une partie de cet ensemble. En l'occurrence ici, le tronc. Le tronc, tout un champ de colonnes effleure les nuages. Alors, comme souvent dans la poésie en général et chez Hélène Dorion en particulier, on a ici une métaphore avec le champ de colonnes. Alors, c'est une métaphore qui est particulièrement intéressante. Alors déjà, on peut dire que c'est une métaphore nominale parce qu'elle porte sur un groupe nominal qui est champ de colonnes. Cette métaphore nominale permet de mettre l'accent sur l'immensité de la forêt. Une immensité qui se situe sur deux plans. Un plan horizontal, avec le champ qui marque bien l'étendue, et un plan vertical avec le terme de colonne, le substantif colonne. Si on s'intéresse aux connotations du mot colonne, donc je rappelle que les connotations d'un mot, c'est son pouvoir d'évocation, c'est-à-dire qu'on a un mot et on cherche ce qui peut évoquer, à quoi il peut faire référence, à quoi il peut nous faire penser. Donc le terme de colonne déjà évoque quelque chose de très grand, c'est sur le plan architectural, une colonne c'est quelque chose de gigantesque. Donc c'est une façon de comparer les arbres aux colonnes du point de vue peut-être de leur taille, de leur immensité. Et puis aussi, la colonne, c'est en tant qu'élément architectural, ça peut faire penser à une architecture ancienne, peut-être une architecture de l'Antiquité. Et là, ça permet de souligner que les arbres sont très anciens. Donc quand elle parle de ce champ de colonnes, elle fait référence à la fois à quelque chose qui est immense, à quelque chose qui a traversé les âges, les époques. Et quand on commence à bien connaître Hélène Dorion, on voit que cette idée de traverser les époques, les périodes et au final les différents âges de la vie, ça fait aussi peut-être déjà référence à son parcours personnel, au parcours de chacun d'entre nous. Quand on avance dans la vie, on traverse différentes périodes à travers le temps. Alors, tout un champ de colonnes effleure les nuages. Avec le verbe effleurer, on a une métaphore verbale. Métaphore qui montre un petit peu la douceur avec laquelle la cime des arbres paraît toucher les nuages. Alors bien sûr, c'est une métaphore, c'est pas pour de vrai que les arbres effleurent les nuages, sauf quand il y a un épais brouillard qui va recouvrir les arbres. Donc là, c'est pas le cas ici. C'est plutôt pour exprimer un petit peu une forme de douceur avec ce verbe-là effleurer. Donc cette douceur, elle est importante parce qu'elle montre aussi à quel point la forêt dans la poésie d'Hélène Dorion, c'est quelque chose de rassurant, c'est quelque chose qui fait du bien quand on a envie de calme, quand on a envie de sérénité, quand on a envie de penser à sa vie, de réfléchir à sa vie. La forêt, elle a cette douceur réconfortante. La deuxième strophe commence par lente cicatrice. Alors, le terme cicatrice, le substantif cicatrice,
On l'a déjà retrouvé de manière indirecte dans un autre poème qui s'appelle Les brèches. Les brèches, ce sont des sortes de cicatrices dans la nature, dans les arbres par exemple, dans les roches. Une brèche, c'est une ouverture, comme une cicatrice. Une cicatrice, c'est une marque qui témoigne d'une blessure ancienne. Cette blessure, elle peut être corporelle, c'est-à-dire on peut avoir des cicatrices sur le corps si on a été blessé par quelque chose. Mais les cicatrices peuvent aussi être mentales, dans la conscience de l'individu qui a pu vivre des choses difficiles et qui en garde une trace. Alors pourquoi lente cicatrice? Alors le terme de lente, donc lente c'est un adjectif. On peut le voir comme une métaphore adjectivale, peut-être parce que les cicatrices sont lentes à être justement cicatrisées, à être oubliées. Quand on vit des choses difficiles, ça prend du temps de se retrouver bien et serein dans sa vie. Donc c'est peut-être cela qu'elle veut dire par là. Lente cicatrice dans la bouche de l'hiver. Alors la bouche de l'hiver, là on repère encore une métaphore nominale avec bouche de l'hiver qui est un groupe nominal, donc substantif bouche, de l'hiver, complément du nom bouche, voilà pour la précision grammaticale. C'est une métaphore qui est aussi une personnification, puisque voilà, elle attribue à l'hiver une dimension humaine. Si on parle de la bouche de l'hiver, ça peut faire référence à beaucoup de choses. Et là aussi, il faut chercher les connotations. Pourquoi elle parle de bouche de l'hiver? Si on est quelqu'un qui a déjà connu l'hiver, on sait que quand on ouvre sa bouche pour respirer en hiver, ça fait une sorte de petite brume de vapeur. Donc, peut-être que c'est ce petit brouillard personnel à chacun d'entre nous qu'elle a voulu montrer. La bouche de l'hiver, qu'est-ce qu'elle dit aussi? Peut-être que l'hiver a des choses à dire. Dans sa grande froideur. L'hiver, c'est aussi une saison. On a vu qu'à plusieurs reprises dans le recueil, elle évoque les saisons. Donc les saisons de l'année, quand on vit côté occidental, mais aussi les saisons d'une vie. Et l'hiver, ça renvoie souvent, le pouvoir d'évocation d'hiver, les connotations d'hiver, c'est plutôt la fin d'une vie. L'hiver, c'est vraiment la période où la nature paraît morte, mais les feuilles sont mortes et tout est en pause en fait. Tout est en pause pour renaître après au printemps. Donc les bouches de l'hiver, ça peut aussi évoquer un moment dans sa vie où on va s'arrêter comme ça dans sa vie pour réfléchir à des choses. On est un petit peu comme en pause, on est un peu figé, un peu transi peut-être par le froid. Donc lente cicatrice dans la bouche de l'hiver, un visage d'épines insoumises. Alors là, cette expression, elle est particulièrement intéressante. Mais elle est aussi difficile à interpréter. En effet, un visage d'épines, on peut tout à fait prendre les choses au premier degré. Les épines dans la nature, on peut imaginer que ces épines-là forment un dessin d'épines. On a l'impression de voir un visage. Mais si on a un peu une culture aussi religieuse, le visage d'épines, c'est le visage du Christ. Sa tête, comme ça, couronnée d'épines à la fin de sa vie. Donc à sa mort, en fait. Et on a vu aussi que l'hiver, c'était une expression qui voulait marquer la fin de la vie. Donc un visage d'épines insoumises, le visage d'épines, ça peut être éventuellement ce qu'on appelle une figure christique, c'est-à-dire une référence au Christ. Alors pourquoi est-ce qu'elle fait cette référence au Christ? Pour l'instant, c'est un petit peu difficile à interpréter. Elle dit que les épines sont insoumises. Donc, qu'est-ce qui est insoumis, du coup? Être insoumis, c'est, au sens propre, ne pas se soumettre à quelque chose. Alors, peut-être ne pas se soumettre à ses cicatrices. Et là, comme j'ai parlé du visage d'épines du Christ, évidemment que le terme cicatrice aussi, il acquiert un autre sens. Ça peut être les épines causées par l'empreinte et la présence des épines sur le visage. Donc, insoumise, voilà, ça peut être lié au fait de ne pas se laisser, de pas se laisser abattre, de ne pas se laisser transformer par la vie difficile. La dernière strophe est un distique. Donc un distique, c'est quand il y a deux vers. Les forêts entendent nos rêves et nos désenchantements. Donc là, ce distique, il est vraiment intéressant parce que il montre bien, il symbolise bien toute la
toute la poétique de l'auteur. Quand on parle d'une poétique pour un auteur, ça fait référence au fait que l'auteur a des choses à dire qui reviennent constamment. Et quand on étudie la littérature, si on étudie un recueil poétique dans une œuvre intégrale, on va chercher à caractériser, à comprendre un peu ce qui fait la spécificité de l'auteur, quels sont les procédés littéraires qu'il a beaucoup mis en place dans son œuvre. Et là, ce distique, les forêts en temps de nos rêves et nos désenchantements, c'est très caractéristique de l'auteur parce qu'on a vu à quel point la forêt avait pour elle une dimension vraiment réconfortante. Et d'ailleurs, elle le dit dans un podcast qu'elle a fait où des lycéens de première ont eu la chance de l'interviewer. Elle dit qu'effectivement, ces promenades dans la forêt sont particulièrement réconfortantes. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, les forêts en temps de nos rêves et nos désenchantements, on peut aussi réfléchir à ces deux mots, pourquoi rêve, pourquoi désenchantement. Ce sont deux termes qui a priori s'opposent. Puisque quand on a des rêves, c'est qu'on a des aspirations à faire quelque chose, on a des projets, on a des choses auxquelles on vit, des choses qu'on voudrait vivre, mais des fois on ne les vit pas et ça reste des chimères, qui est un autre mot pour désigner des rêves inaccessibles. Et quand les rêves deviennent inaccessibles, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a ce désenchantement. Un désenchantement, ça veut dire que on a une déception en fait. Donc les forêts entendent nos rêves et nos désenchantements. Les forêts entendent tout ce qu'il se passe dans notre vie quand on se confie à elles, quand on marche dans la forêt pour réfléchir à sa vie. Donc ce terme de rêve et de désenchantement. Donc on voit que dans ce poème, en fait, il y a quand même vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'idées. C'est pas forcément facile d'en voir la cohérence. D'autant plus que c'est un poème donc qui est écrit en vers libre. Il n'y a pas de ponctuation. Ça, il faut le répéter. Et Hélène Dorion, elle dit aussi qu'un mot en appelle un autre quand elle écrit. Donc, comment de l'idée du tronc, elle est partie au désenchantement, c'est pas forcément facile à comprendre. Peut-être qu'elle voyait les différents troncs, les différents arbres dans la forêt comme symbolisant les rêves qu'elle a pu avoir. Mais en même temps, voilà, elle dit les troncs, elle ne dit pas les arbres. Et quand même, le tronc, ça reste une partie de l'arbre. Ce n'est pas l'arbre dans son ensemble. Elle n'exclut pas pourtant de parler des cimes. On l'a vu tout à l'heure, un chant de colonne effleure les nuages. Ce sont les cimes de l'arbre qui effleurent les nuages. Donc voilà, c'est un poème qui n'est pas simple. Si on essaye de conclure sur le tronc, c'est pas évident. On va garder cette idée d'une étendue, d'une verticalité, d'une promenade dans la forêt où ce qu'on regarde, c'est surtout les troncs. C'est vrai que quand on marche dans une forêt, on voit essentiellement les troncs en fait, parce qu'on marche pas la tête comme ça levée, sinon on tomberait par terre, ce serait pas possible. Si on veut regarder la cime des arbres, il faut s'arrêter. Donc c'est peut-être que justement si elle dit le tronc et qu'elle met l'accent sur les troncs d'arbres, c'est peut-être pour mettre l'accent sur le fait d'avancer, de marcher dans la forêt comme on marcherait dans sa vie et comme on serait au contact de nos rêves et de nos désenchantements.